Bonjour, je suis le professeur Maurice Tardif. Je pense que vous le savez bien maintenant avec toutes les vidéos que vous avez eu l'occasion de regarder au fil du semestre. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous le module 12, qui correspond dans le livre au chapitre 15, c'est-à-dire sur les sciences cognitives et les neurosciences. Jusqu'à maintenant, on s'est, dans la troisième partie de la session, on s'est intéressé aux grandes psychologies qui ont marqué le 20e siècle. On a vu par exemple, à travers Neil, un peu de psychanalyse. Psychanalyse étant inventée par Freud au début du 20e siècle. On a regardé aussi le constructivisme de Piaget, le socio-constructivisme de Vygotsky, et finalement, du côté nord-américain, le behaviorisme de Watson et Skinner. Toutes ces psychologies-là ont joué un rôle extrêmement important en éducation. Skinner, on l'a vu dans le chapitre sur le behaviorisme, a marqué profondément les pratiques éducatives nord-américaines. Piaget a été dominant en Europe. Freud, pendant longtemps aussi, a été un des principaux icônes de la psychologie et de la psychanalyse et a aussi marqué l'éducation. Toutes ces psychologies-là, par conséquent, sont des psychologies du 20e siècle. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est une psychologie, donc les neurosciences, la psychologie cognitive, qui est en vérité une psychologie du 21e siècle. Pourquoi? Parce que les sciences cognitives sont très récentes. Elles sont nées grosso modo dans les années 50. Dans les années 50, il y a un nouveau contexte scientifique qui se met en place aux États-Unis avec le début de l'informatique. Bon, il y a un grand mathématicien et logicien anglais qui s'appelle Alan Turing, qui commence à mettre en place la pensée informatique, la façon dont on peut concevoir des machines à calculer, extrêmement rapides. Lui-même se base sur les mathématiques, notamment les mathématiques booléennes, 0,1, 0,1, 0,1, ça c'est Boole. En même temps, aux États-Unis, il y a l'invention d'une science des machines qui s'appelle la cybernétique. Il y a des psychologues qui commencent, comme Jérôme Brunner, dont on va entendre parler très longtemps jusqu'à nos jours parce qu'il n'est pas décédé, on en parle dans le chapitre. Jérôme Brunner est un des premiers psychologues qui commence à s'intéresser à l'étude de la mémoire. Il montre que, contrairement à ce Skinner soutient, apprendre des choses nouvelles suppose une opération de rétention dans la mémoire et que cette mémoire-là possède des caractéristiques qui limitent son utilisation. On ne peut pas tout apprendre, on ne peut pas apprendre n'importe comment. Il faut respecter la façon dont la mémoire humaine est configurée. Par exemple, il est plus facile d'apprendre une liste de mots en langue française qu'une liste de mots sans signification, X, Y, Z, blablabla. On va retenir plus facilement la première liste de mots que la seconde. On va retenir plus facilement une liste de mots en français qu'une liste de mots en allemand, par exemple. Donc, la mémoire, ce qu'on se rappelle, est déterminant. Donc, à partir des années 50, il y a un contexte qui se met en place. Il y a aussi en linguistique, il y a un célèbre linguiste dont on parle dans le chapitre qui s'appelle Noam Chomsky, qui essaie de montrer que l'apprentissage du langage suppose des compétences innées dans notre esprit. Bref, il y a un nouveau contexte qui se dessine et ces gens-là se réunissent à plusieurs reprises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au point de départ, c'est des chercheurs multidisciplinaires. Donc, tu as des linguistes, tu as aussi des philosophes, tu as des psychologues, tu as des cybernéticiens, tu as des nouveaux informaticiens qui commencent à apparaître. Et ces gens-là prennent conscience qu'ils s'intéressent à un nouvel objet qui s'appelle la cognition. Qu'est-ce que la cognition? Qu'est-ce que les sciences cognitives? Fondamentalement, le mot cognition vient du latin, qui veut dire connaître. Donc, les sciences cognitives s'intéressent à toutes les activités de connaissance, à toutes les activités de la pensée humaine. Se souvenir, penser, argumenter, réfléchir, communiquer, percevoir, sentir, calculer, souffrir, vouloir, agir. Tout ce que l'on fait humainement qui mobilise notre pensée font partie des objets auxquels s'intéressent les sciences cognitives. Les sciences cognitives s'intéressent donc à une grande quantité d'objets, mais elles s'intéressent aussi à la réalité qui rend possible tous ces processus cognitifs, l'esprit lui-même. Donc, les sciences cognitives se veulent une science de l'esprit, se veulent une science de la pensée, au sens le plus général de la pensée, et de toutes les opérations ou les processus que la pensée humaine est capable de développer, qui sont extrêmement étendus.
Qu'est-ce qui les distingue par conséquent du behaviorisme? D'entrée de jeu, il y a une opposition très dure entre les sciences cognitives dès les années 50-60 et le behaviorisme. Pourquoi? Parce que vous vous souviendrez que pour le behaviorisme, l'esprit humain, c'est rien d'autre qu'une boîte noire dans laquelle ils ne veulent absolument pas pénétrer. Pour un behavioriste, la science de l'homme, la psychologie, se limite au comportement observable. Donc, ce qui se passe dans l'esprit, ils ne veulent rien en savoir, soit pour deux raisons, parce que certains prétendent qu'il ne se passe rien, tout ne serait que des réflexes et des comportements appris, ou bien, deuxième position possible, peut-être qu'il se passe quelque chose dans l'esprit, mais c'est inobservable, donc on ne peut jamais l'étudier par une méthode scientifique d'observation. Donc, en même temps, on ne peut pas en tenir compte. Or, les sciences cognitives, au contraire, vont affirmer qu'on peut étudier l'esprit humain, qu'on peut analyser l'esprit humain. Et dans ce sens-là, ce qui va les distinguer profondément du behaviorisme, c'est qu'elles vont chercher à pénétrer dans la boîte noire, donc dans l'esprit, et à comprendre ce qui se passe au-delà des comportements observables. Elles vont, les sciences cognitives, essayer de lier notamment les comportements à des processus mentaux. Je vous donne un exemple banal. Supposons que vous regardez deux personnes jouer aux échecs. Les gens sont assis devant un échiquier, ils déplacent des pièces. Bien sûr, dans une optique behavioriste, on pourrait dire que ces gens-là, à toutes les fois qu'ils font une action, ils sont récompensés. Par exemple, si je prends mon fou et je mange le cavalier, on peut se dire que c'est une récompense. J'ai gagné un cavalier. Mais cette vision-là du jeu d'échecs est éminemment réductrice. Parce qu'il est clair qu'on ne peut pas comprendre le jeu d'échecs sans comprendre ce qui se passe dans la tête des joueurs. Pour un cognitiviste, par exemple, un psychologue, ce qu'il va faire, il va demander aux joueurs d'échecs, au fur et à mesure qu'ils jouent, de verbaliser sa pensée. De dire pourquoi, à quoi il pense pendant qu'il pense. À quoi tu penses? Mais là, je suis en train de calculer telle chose, telle chose, telle chose. Je vois que si je bouge telle pièce, il va se passer telle réaction. En d'autres mots, un behavioriste va se limiter à ce qu'il voit, mais un cognitiviste va s'intéresser aux processus mentaux sous-jacents aux actes, par exemple, de prendre un cavalier puis manger le fou de l'autre. Donc, il va essayer de pénétrer dans la tête des personnes. Donc, grosso modo, le cognitiviste, c'est ça. C'est un ensemble de sciences qui s'intéressent à l'esprit, à toutes les fonctions de l'esprit, et c'est un ensemble de sciences qui s'oppose radicalement au behaviorisme, parce que le behaviorisme ne veut rien savoir de l'esprit, alors que pour les sciences cognitives, l'esprit humain est l'objet premier. Cependant, les sciences cognitives, et c'est toute la première partie du chapitre, c'est moi qui l'ai écrit, c'est une véritable nébuleuse, c'est un continent. Parce que depuis les années 50 jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, les sciences cognitives sont en expansion. Au début, c'était la psychologie cognitive, tu avais la linguistique, tu avais l'informatique, la cybernétique, donc tu avais grosso modo 3-4 sciences au début, avec un peu de philosophie de l'esprit. Mais depuis l'évolution des sciences cognitives, on s'aperçoit que les sciences cognitives deviennent une nébuleuse de sciences. On parle aujourd'hui, par exemple, d'anthropologie cognitive, d'économie cognitive, de sociologie cognitive. Bref, le mot cognitivisme s'est étendu partout. Donc, les sciences cognitives, maintenant, c'est plus juste la psychologie ou l'informatique, c'est un ensemble de sciences qui couvrent presque la totalité des sciences humaines et qui sont à cheval aussi sur la biologie. Pourquoi? Parce qu'un des récents développements des sciences cognitives, je dirais depuis une vingtaine d'années, depuis les années 90, c'est la volonté d'ancrer les processus cognitifs dans le cerveau. Donc, au début, les sciences cognitives s'intéressaient à l'esprit humain, mais de plus en plus, elles essaient, d'articuler les processus cognitifs avec les processus neurologiques. Par exemple, je parlais de la mémoire tantôt, si je retiens une suite de nombres, 450, 445, 4419, c'est un numéro de téléphone. 523, 16, 17, 22, c'est un autre numéro. Quand je retiens ça, dans mon cerveau, ce n'est pas juste des purs esprits, ce n'est pas juste des images mentales. Il y a aussi des processus dans mon cerveau. Des processus neurologiques qu'on examine aujourd'hui avec des instruments de plus en plus puissants, notamment de l'imagerie cérébrale
où on suit exactement des réseaux de neurones qui se mobilisent à l'intérieur, à partir d'une tâche qu'on est en train de faire. J'en donne des exemples dans le livre. Donc, les sciences cognitives s'intéressent à la pensée et elles s'intéressent au cerveau. Mais elles s'intéressent à d'autres choses aussi. Pour les sciences cognitives, la cognition ne se limite pas à la pensée humaine. De plus en plus, on va étudier dans le cadre des sciences cognitives, d'une part, ce qu'on appelle la cognition animale. Pour les behavioristes, les animaux n'étaient que des comportements conditionnés par l'environnement. Or, les sciences cognitives montrent que les animaux pensent. Et pas juste les animaux supérieurs comme les grands singes ou les chimpanzés qui sont très proches de nous. Mais beaucoup d'animaux pensent. Par exemple, il y a des études sur les corbeaux. Je vous invite à aller sur Internet, sur YouTube, puis faites « Intelligence corbeau ». Vous allez être surpris de la capacité intellectuelle des corbeaux à résoudre des problèmes extrêmement complexes. Donc, les animaux ont un système cognitif. Bien sûr, un système cognitif différent du nôtre, un système cognitif par certains aspects beaucoup moins performant que le nôtre, mais pas par tous les aspects. Sur certains autres aspects, les animaux sont meilleurs que nous sur le plan cognitif. Par exemple, on a montré dans des laboratoires que des chimpanzés ont une mémoire spatiale meilleure qu'un humain. Par exemple, si on déplace des blocs sur un écran, les chimpanzés sont meilleurs pour nous que retracer le mouvement des blocs et remettre à la même place où elles étaient au point de départ. Mais de manière générale, les animaux pensent. Donc, il y a tout un grand secteur qu'on appelle l'éthologie cognitive, la biologie cognitive, qui s'intéresse à l'intelligence animale. Donc, l'intelligence humaine, oui, mais l'intelligence animale. Donc, une des idées, c'est que l'intelligence humaine est liée à l'intelligence animale, parce que nous sommes aussi des animaux. Donc, il y a des liens à faire entre la psychologie cognitive des animaux et la psychologie cognitive des humains. Deuxième grande idée des sciences cognitives, ils s'intéressent aussi à l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence humaine, l'intelligence animale, mais une troisième intelligence, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, vous le savez, c'est l'intelligence développée par l'informatique. Cette intelligence-là, elle n'est pas consciente. Il n'y a pas de conscience encore dans les ordinateurs. Cependant, dans certains domaines, elle est des milliers de fois plus performante que nous. Tout ce qui exige des puissances de calcul, tout ce qui exige l'analyse de grandes quantités de données, l'intelligence artificielle, l'intelligence informatique est beaucoup plus performante que nous. Elle est tellement plus performante que nous que dès la fin des années 90, le meilleur joueur d'échecs de l'histoire, qui s'appelait Garry Kasparov, a été battu. Après quelques mois, le champion du monde de Go, le jeu le plus difficile qui existe sur la Terre, le joueur de Go, le champion du monde, toute catégorie, a été battu. Il a été battu par des ordinateurs. Et quelques mois après, ils ont inventé un nouvel ordinateur qui a battu à plate couture l'ordinateur qui avait battu le joueur de Go. Ce qu'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning, c'est-à-dire le traitement de grandes bases de données. Par exemple, Google. Google, vous faites une recherche sur Google, vous écrivez un nom, par exemple, Marilyn Monroe sur Google. Vous allez avoir 34 millions de références d'un seul coup. Ça prend un processeur informatique extrêmement puissant pour traiter des milliards de données sur Google pour sortir instantanément tout ce qui concerne Marilyn Monroe. Donc, il y a des développements fabuleux aujourd'hui dans le secteur de l'intelligence artificielle, notamment pour prévoir le climat, pour bien sûr, tout le système militaire est intéressé par ces questions-là, toute la robotisation, les véhicules autonomes. On pense, par exemple, que d'ici 20-25 ans, nous n'aurons plus besoin de diriger nos véhicules, ils seront dirigés par des algorithmes informatiques. Imaginez-vous la révolution que ça va faire. Plus de chauffeurs de taxi, plus de conducteurs de camions. Donc, il va y avoir une transformation fondamentale des emplois dans les prochaines années. Un autre phénomène important sur les sciences cognitives, je vous disais tantôt
Les sciences cognitives s'intéressent à la totalité des activités mentales. Comprendre, réfléchir, parler, discuter. Cependant, il faut faire attention, les sciences cognitives ne s'intéressent pas qu'aux activités conscientes. Au contraire, les sciences cognitives montrent qu'une grande part du fonctionnement de l'esprit humain échappe à la conscience. Il y a une grande part de notre esprit qui fonctionne de manière automatique. On peut penser peut-être que 90% de notre esprit fonctionne de façon totalement automatique. Je vous donne un exemple. Supposons que vous allez rejoindre un ami à l'aéroport de Dorval. Il y a 400 personnes qui attendent. Vous rentrez dans la foule et vous cherchez votre ami. Hop, vous le voyez. À l'instant où vous le voyez, vous le reconnaissez. Comment vous faites pour le reconnaître? Est-ce que vous devez réfléchir? Ça peut ressembler à mon ami, je vais regarder dans ma fiche mentale. Non, vous le reconnaissez instantanément parmi des centaines de visages. C'est instantané. Le processus de reconnaissance des visages est un processus automatisé. On peut penser, d'où vient un tel processus? Il vient, on peut faire l'hypothèse, qui est faite par les sciences cognitives, qu'il vient de l'histoire génétique de notre espèce humaine. Nous appartenons à la lignée des grands singes, des homininidés qu'on appelle. Nous nous sommes séparés des grands singes il y a 10 millions d'années. La lignée, les anciennes lignées humaines, nous sommes séparés des gorilles, des chimpanzés il y a 10 millions d'années. Donc, nous avons un ancêtre commun avec les chimpanzés et les gorilles. Cet ancêtre commun-là, on pense qu'il est apparu il y a 40 millions d'années. Donc, il y a des parties de notre cerveau qui remontent à 50 millions d'années. Parmi ces parties de notre cerveau, il y en a sans doute qui sont extrêmement importantes. Par exemple, la capacité de percevoir le plus rapidement possible un prédateur dans la forêt ou parmi les broussailles. Imaginez-vous reculer 6 millions d'années. Vous êtes dans la forêt africaine entouré de prédateurs, des grands tigres avec des dents de sabre. Quelle est votre chance de survie si vous ne reconnaissez pas instantanément un tel prédateur parmi la broussaille? Vous marchez dans la brousse et tout à coup, vous percevez instantanément un danger et vous fuyez. Donc, la capacité à reconnaître un prédateur a été sélectionnée par l'évolution de l'espèce humaine pour devenir une capacité automatique. Les êtres humains primitifs qui voyaient le plus rapidement les prédateurs avaient plus de chances de survivre et par conséquent plus de chances d'avoir d'enfants et ont transmis à ces enfants leur capacité de plus en plus rapide. Cette capacité s'est automatisée. Donc, quand vous rentrez dans une pièce ou à l'aéroport, vous regardez les gens, vous les reconnaissez instantanément. Donc, une grande part de notre esprit échappe à notre conscience. Une autre idée à la base des sciences cognitives, les sciences cognitives se veulent des sciences naturelles. Donc, elle étudie l'esprit humain dans des laboratoires. Elle étudie l'humain par des machines qui analysent les enregistrements cervicaux neurologiques. Donc, les sciences cognitives sont des sciences empiriques. Ce n'est pas de la philo, là. C'est des sciences empiriques. Elles font des tests, elles font des protocoles de laboratoire selon les méthodes en usage dans les sciences naturelles, selon les méthodes en usage dans la biologie. Et finalement, j'en ai parlé un peu tantôt, les sciences cognitives se distinguent des autres sciences humaines par un phénomène extrêmement important. Les sciences cognitives sont les seules sciences qui ont développé des technologies. Ces technologies-là, vous le savez, c'est l'informatique. Si vous regardez la sociologie, il n'y a pas de technologie inventée par les sociologues. Si vous regardez l'histoire, la linguistique, l'économie, l'anthropologie, toutes les sciences sociales humaines n'ont jamais inventé de technologie. Elles utilisent des méthodes, mais elles n'utilisent pas de technologies qu'elles ont créées. Ils en vont différemment avec les sciences cognitives. Les sciences cognitives, d'entrée de jeu, ont créé des nouvelles technologies qui sont les nouvelles technologies de la communication et de l'information, en d'autres mots, l'informatique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose de très nouveau dans l'histoire, ça. La psychologie bienveilliste n'a pas créé de technologie. Le constructivisme de Piaget n'a jamais créé de technologie. Le socioconstructivisme de Vygotsky n'a jamais créé de technologie. Freud n'a jamais créé de technologie. La psychologie cognitive, les sciences cognitives sont créatrices de technologies qui sont en train de changer la face de nos sociétés. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant.
Et c'est pour ça que je disais que c'est vraiment non pas des sciences du 20e siècle, mais des sciences du 21e siècle. Parce que la psychologie, la psychologie cognitive, les sciences cognitives, ça commence à peine. C'est un domaine qui est en expansion, c'est un domaine qui est en explosion. Et par conséquent, vous êtes très jeune, dans les prochaines années, vous allez assister au développement continu des sciences cognitives. Et j'imagine que d'ici 15, 20, 25 ans, vous allez, comme enseignant et enseignante, découvrir des résultats issus des sciences cognitives que vous pourrez utiliser dans votre enseignement. C'est déjà commencé, je vais vous en donner des exemples dans les prochaines minutes. Je vais diviser ma présentation à partir de maintenant en deux parties, comme le chapitre est divisé en deux parties. La première partie, je vais m'intéresser aux neurosciences et ce qu'on appelle la neuroéducation. Et dans la seconde partie, je vais aborder davantage la psychologie cognitive. C'est quoi les neurosciences et dans quelle mesure concernent-elles l'éducation? Le postulat à la base des neurosciences est très simple. C'est le cerveau qui produit la pensée. Donc, on ne peut pas comprendre la pensée si, à un moment donné, sur le plan scientifique, on ne fait pas des liens entre la pensée et son ancrage bioneurologique dans notre esprit. Donc, ici, je ne parle pas de l'âme, je ne parle pas du jeu de Descartes, je ne parle pas du moi des philosophes. Je parle de toutes nos facultés mentales, de nos processus mentaux et de leur liaison avec le cerveau. Donc, ça fait longtemps que les scientifiques étudient le cerveau. Là, depuis le 19e siècle, on commence à s'intéresser au cerveau. Les biologistes se sont intéressés au cerveau. Les neurologistes se sont intéressés au cerveau. Mais c'est de manière très récente qu'on essaie de faire des liens scientifiques entre des processus mentaux et des processus neurologiques. Quand je parle du cerveau, de quoi je parle? Le cerveau est sans aucun doute un des phénomènes les plus complexes de l'univers. Nous avons dans notre esprit, dans notre tête, pardon, dans notre crâne et dans notre corps, environ 100 milliards de neurones. Un petit enfant qui naît a déjà 100 milliards de neurones. Donc, dans le ventre de sa mère, il y a une croissance neurologique. On appelle ça une neurogénèse. Quand il vient au monde, l'enfant il est déjà doté du même nombre de neurones qu'un adulte. Donc, 100 milliards de neurones. Mais ces neurones-là, c'est juste une partie du cerveau. Parce que tous ces neurones-là sont aussi interconnectés. Ils sont interconnectés par des micro-connexions qu'on appelle des synapses, des dendrites, des axones, qui permettent entre chaque neurone de faire des liens. Le cerveau, je le dis, n'est pas juste dans la tête, il est dans notre corps au complet, à travers la moelle épinière et tout notre système nerveux. Notre œil lui-même, notre œil est directement connecté dans notre cerveau via les nerfs optiques. Donc, quand je regarde quelque chose, je fais un traitement de l'information visuelle par mon cerveau qui est connecté ici derrière une région du cerveau. Donc, le cerveau, c'est aussi un cerveau incorporé. Notre esprit n'est pas juste dans notre être, il est incorporé. Donc, ça, c'est une idée importante. Un enfant vient au monde. Quand un enfant vient au monde, son cerveau, je le disais, a déjà la totalité des neurones nécessaires à son intelligence. Il y a déjà les 100 milliards de neurones. Cependant, le cerveau n'est pas seulement un amas de neurones. Au contraire, le cerveau possède une structure. Je vous montre une diapositive qui vous présente très sommairement l'organisation du cerveau. Le cerveau possède des ondes. Ici, par exemple, on appelle ça le lobe frontal. C'est le siège de la pensée consciente, de la volonté, de la planification, du contrôle. C'est ce qui nous distingue des autres singes comme les chimpanzés ou les gorilles, c'est le développement de cette région-là.
Ici, nous avons les lobes pariétaux derrière qui perçoivent les sensations, le toucher, le goût, etc. Nous avons le lobe temporal qui assure la perception, la reconnaissance des sons, la parole, la musique. Nous avons ici derrière des parties du cerveau qui gèrent le mouvement, l'équilibre. Ici, les informations visuelles. Bref, le cerveau possède une structure, il possède une organisation. Les réseaux neurologiques sont déjà largement construits à la naissance. Donc, c'est important, ça. Notre cerveau n'est pas un amas informe. Il possède une structure. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'enseignement et l'apprentissage doivent respecter cette structure-là. On ne peut pas, les êtres humains, on ne peut pas apprendre n'importe quoi de n'importe quelle façon. On doit respecter l'organisation du cerveau parce que cette organisation-là détermine ce qu'on peut apprendre. Donc, le cerveau est formé. Il y a une structure dès la naissance. Cette structure-là, d'où vient-elle? Elle vient de l'histoire biologique de l'espèce humaine. Il y a beaucoup de travaux, et des centaines de travaux, qui montrent que dès sa naissance, un enfant humain possède un large répertoire de compétences. On appelle des compétences natives ou des compétences innées. Il y a des études qui montrent, par exemple, que les enfants, en venant au monde, peuvent déjà distinguer la langue de leurs parents, par exemple le français, d'une langue étrangère. Les enfants, on a montré que des enfants de quelques semaines possèdent déjà des compétences en numératie, sont capables de distinguer des nombres. Comment on fait ça? C'est une méthode qui s'appelle l'habituation. L'enfant est couché, il y a 3 semaines, 1 mois, et on lui montre un objet. Et quand on montre un objet au nouveau, un enfant, l'enfant s'intéresse à l'objet, il va ouvrir les yeux, il va le regarder. Plus souvent que tu y montres, moins il va s'y intéresser. À un moment donné, il va cesser de le regarder. Hop! Si on montre un nouveau, son attention va être sollicitée. Donc, c'est comme ça que les psychologues, à travers des techniques, font en sorte qu'un enfant, tu prononces des phrases en français, il va les écouter, puis à un moment donné, il va cesser de s'y intéresser. Si tu utilises une autre langue, hop! Il va capter son attention sur l'autre langue. Bref, il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent de montrer que les enfants sont beaucoup plus compétents que le pensait Piaget. Parce que vous vous souviendrez que dans Piaget, l'intelligence est une sorte d'escalier. On passe d'une intelligence sensorimotrice, on monte progressivement, on s'en va jusqu'à l'intelligence logico-mathématique. Donc pour Piaget, là, il y a une progression linéaire de l'intelligence. On passe du concret à l'abstrait, du simple au complexe, du sensoriel au formel. Ce modèle piagétien-là a été réfuté. Dès la naissance, dès qu'ils viennent au monde, les enfants humains possèdent des compétences très puissantes que Piaget pouvait prévoir qui apparaîtraient uniquement vers 5-6 ans, alors qu'on montre qu'elles apparaissent vers 3 mois ou 1 année. Cependant, une autre grande idée des sciences cognitives et de la neurocognition, c'est que le cerveau est aussi plastique. Un cerveau, ce n'est pas un ordinateur. Un ordinateur, il est défini une fois pour toutes. On monte ses pièces, on définit son programme, on rentre sa mémoire dedans, on met son clavier, son écran, son processeur, il est bâti. Et là, il traite des informations. Un cerveau humain, ce n'est pas comme ça. Il arrive à la naissance 100 milliards de neurones, mais tout au long de sa vie, les liens entre les neurones se tissent, se créent. Le cerveau évolue. Ça, c'est une découverte qui remonte à peine à 20-25 ans. Avant ça, on avait justement ce que j'appelais tantôt une vision architecturale du cerveau. On pensait que le cerveau était défini une fois pour toutes. Ici, tu as le langage, là, tu as la pensée consciente, là, tu as la mémoire, etc. C'est vrai, dans les grandes lignes. Mais lorsqu'on analyse exactement les processus, les influx nerveux qui traversent les réseaux neurologiques, si on observe la création de réseaux neurologiques à partir d'activités concrètes par les pensées, on s'aperçoit que le réseau entre ces neurones crée constamment des nouveaux liens, des nouveaux réseaux. Donc, le réseau, à la différence d'un ordinateur,
il est vivant, il se crée constamment, il s'engendre. Par exemple, si j'ai 40 ans, je n'ai jamais fait de musique de ma vie, je décide d'apprendre le piano. Je me mets au piano pendant 5 ans, je fais un professeur, je fais mes gammes tous les jours, il y a des professeurs qui viennent, je commence à pratiquer, je m'en viens bon. On a montré que dans le cerveau, où sont traitées les informations musicales, il y a un épaississement des réseaux neurologiques. Donc, apprendre, ce n'est pas juste mettre des idées dans sa tête, c'est transformer son cerveau. Ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Ça, c'est un acquis nouveau qui fait en sorte qu'on n'a plus une vision traditionnelle du cerveau qui est une sorte d'ordinateur figé une fois pour toutes. Non, le cerveau se développe à travers ses apprentissages. Apprendre, c'est enrichir son cerveau, c'est modifier ses réseaux neurologiques, c'est créer de nouveaux réseaux entre les neurones. Notre cerveau est vivant et il évolue au fur et à mesure de nos apprentissages. Ce qui nous montre que tous les anciens débats sur l'intelligence, lui, un tel est plus intelligent que l'autre, il y a un grand quotient intellectuel. Toutes ces questions-là sont fausses. Le quotient intellectuel, ça n'existe pas. Il n'y a pas dans notre esprit, une fois pour toutes, une intelligence. L'intelligence se crée à travers notre expérience avec la réalité. Elle se crée à travers nos actions sur le monde et les actions sur le monde sur nous. Quand nous apprenons, nous devenons plus intelligents. Notre cerveau se renforce. Il crée des nouveaux liens, des nouveaux réseaux. L'apprentissage modifie profondément le cerveau. Donc, c'est intéressant, cette idée-là. Apprendre engendre la production de nouveaux neurones. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les enseignants? Un enseignant dans une classe, c'est bien sûr pas un neuropsychologue. Il ne peut pas étudier le cerveau des enfants. Mais il a intérêt à connaître un peu, et de plus en plus, parce que ça va se développer les prochaines années, les résultats les plus intéressants des sciences cognitives et des neurosciences sur l'enseignement et l'apprentissage. Que sait-on aujourd'hui en neurosciences qui peut nous aider sur l'enseignement et l'apprentissage? Vous avez dans le livre, à la page 230, dans le livre obligatoire, un long tableau que j'ai fait, qui s'appelle « Les 4 piliers de l'apprentissage selon Stéphane de Hahn ». On prononce de Hahn. Ce tableau-là, synthétise des idées issues des neurosciences qu'on peut appliquer dans la classe. Ces idées-là sont simples. Dans le fond, ce n'est pas des grandes découvertes. C'est des idées qui viennent confirmer beaucoup de choses qu'on savait déjà en enseignement et en psychologie. Par exemple, pour apprendre, il faut qu'un enfant ou un adolescent qu'il sente son attention sur la tâche. Apprendre nécessite une centration sur la tâche. Il faut que j'oublie ce qui m'entoure pour me centrer sur la tâche. Par conséquent, un enseignant, la première chose qu'il doit faire, c'est de capter l'attention de ses élèves et les centrer sur la tâche. Parce qu'un élève qui est en train de faire autre chose que la tâche n'apprendra jamais. Un enseignant doit apprendre aux élèves progressivement à inhiber les autres facteurs qui peuvent perturber leur attention et leur centration sur la tâche. Je vais leur dire, par exemple, laisse tes cahiers là, pousse ça ici, enlève ton crayon, regarde la tâche que tu as à faire, c'est là qu'on centre. Tout le reste, on l'oublie. Autre phénomène mis en évidence par les neurosciences, non seulement il doit se centrer, mais il doit s'engager activement dans la tâche. Ça, on le sait déjà depuis Rousseau. On ne peut pas apprendre si on ne s'engage pas activement dans la tâche. Un élève, pour apprendre, doit s'engager et l'enseignant doit faire en sorte que les élèves s'engagent dans une tâche progressivement. Vous avez dans le dernier chapitre de notre livre, l'enseignement explicite, qui est lié à ce chapitre-là, les sciences cognitives et l'enseignement explicite, ça va ensemble, plusieurs stratégies pour amener les élèves à s'engager dans une tâche. Un autre phénomène mis en évidence par les sciences cognitives, c'est ce qu'on appelle le feedback, le retour de l'information. Apprendre, c'est faire des erreurs. Personne ne peut apprendre sans faire d'erreurs. C'est impossible.
Donc, les erreurs font partie de l'apprentissage. L'idée qu'il faut donner des mauvaises notes aux élèves parce qu'ils n'ont pas compris, punir les élèves parce que les élèves font des erreurs est une idée absurde. Les élèves font des erreurs et apprendre implique des erreurs. Mais l'enseignant, sa tâche, c'est donner des rétroactions aux élèves. Parce que l'élève doit savoir qu'il fait une erreur. Il doit progresser d'une erreur à l'autre. Apprendre sans erreur de manière entièrement prévisible, ce n'est rien apprendre. L'enseignant ne doit pas punir les élèves pour leurs erreurs, il doit au contraire les soutenir. Il doit les motiver à identifier leurs erreurs, à les récompenser. Finalement, le dernier processus, mis en évidence par Dehaene, c'est la consolidation. Apprendre quelque chose implique des efforts. Ce n'est pas facile d'apprendre, n'importe quel domaine. Il faut regarder le problème, l'étudier, etc. Progressivement, lorsqu'on apprend, ces connaissances-là sont intégrées dans notre esprit, on le verra dans les prochaines minutes, dans la mémoire à long terme. Elles doivent devenir automatisées. Elles doivent se consolider. La dernière phase de l'apprentissage, c'est la consolidation. Par exemple, si vous apprenez les règles de l'accord du verbe « avoir » en français, ce n'est pas une sinécure, c'est difficile. Ces règles-là, à un moment donné, vous devez l'apprendre par cœur. Et là, vous la mettez à l'épreuve en regardant les femmes que j'ai aimées. J'ai aimé qui ou quoi? Les femmes, c'est avant. Par conséquent, aimer va s'écrire E-E-S. J'ai aimé des femmes. Il va rester invariable parce que les femmes est après. Non. Vous allez écrire en français ou lire et appliquer cette règle-là. Au début, c'est fatigant, c'est lourd parce que vous êtes en train de l'apprendre. Vous devez, là, c'est-tu bon, ça? C'est un verbe inflexif. Est-ce que ça fonctionne, cette règle-là? Mais progressivement, à force d'étudier et d'apprendre, cette règle-là va être consolidée dans votre mémoire, dans votre esprit, et elle va devenir automatique. Comme vous reconnaissez votre ami dans une foule à Dorval, vous allez automatiquement reconnaître la règle, sans même besoin d'avoir d'y penser. C'est comme ça qu'une personne de 30 ans peut écrire un français impeccable sans même y penser, parce qu'il a consolidé dans son esprit des connaissances qu'il a apprises pendant des années. Donc, ça, c'est des résultats récents des neurosciences que nous présente le grand psychologue français Dehaene. Je le disais tantôt, ces résultats-là n'ont rien d'extraordinaire. En sciences de l'éducation, en psychologie, on les connaissait déjà. L'idée de se centrer sur une tâche, l'idée que les élèves doivent être motivés pour apprendre, l'idée qu'il faut répéter, qu'il faut consolider, on les savait. Mais ce qu'il y a quelque chose de nouveau, par contre, c'est que maintenant, on le sait de manière scientifique en étudiant le cerveau. Donc, avant, on le savait, mais on le savait de manière très générale. On le savait sans preuve empirique. On le savait par déduction ou par observation des cas. Maintenant, on le sait parce que des psychologues, des neuropsychologues ont mis un scanner ou une imagerie cérébrale autour du cerveau d'adolescents ou d'enfants et ont montré comment ces enfants-là, en apprenant, comment les réseaux neuronaux fonctionnaient et comment le cerveau fonctionnait. Donc, on n'est plus dans le même ordre de vérité, là. On n'est plus dans un ordre de vérité de la pédagogie. On est dans un ordre de vérité fondé sur la neurocognition. Donc, même si la neurocognition n'invente rien, elle vient confirmer sur le plan scientifique des connaissances qu'on avait, mais qui est des connaissances encore fragiles. Elle leur donne une base neurocognitive. Donc, c'est un grand pas en avant et il est clair que dans les prochaines années, nous allons assister à un essor important de résultats issus des neurosciences. J'aborde maintenant la deuxième partie. La première partie, j'ai traité brièvement des neurosciences. Je vais aborder maintenant la psychologie cognitive. La psychologie cognitive, comme je le disais tantôt, c'est né dans les années 50. Ça se développe encore de façon massive aujourd'hui. C'est un champ très large. On parle, comme je le disais tantôt, d'économie cognitive, d'anthropologie cognitive, etc. La psychologie cognitive est un des troncs principaux, une des grandes autoroutes à la base des sciences cognitives.
qu'est-ce que la psychologie cognitive peut nous apprendre de l'apprentissage? La psychologie cognitive se base sur, je dirais, sur une sorte de métaphore centrale. Vous vous souviendrez que dans le behaviorisme, la métaphore centrale, c'est le chien ou le pigeon. Chez Skinner, là, on mettait un chien ou un rat, par exemple, dans une boîte et on le faisait bouger. Le rat bougeait et en bougeant, il déclenchait un processus. Il y a une petite boulette de nourriture qui sortait, puis pouf, il mangeait la boulette. Donc, la métaphore de Skinner, c'était l'animal dans une boîte. La métaphore des sciences de la psychologie cognitive, c'est celle de l'ordinateur. J'en ai parlé tantôt. Pour eux, l'esprit, c'est un ordinateur. Fonctionne comme un ordinateur. Que veut dire ordinateur? Ça veut dire que c'est une machine à traiter des informations. Je vous montre une image d'ordinateur. Comment c'est fait un ordinateur? Un ordinateur, ça ressemble dangereusement au cerveau. D'abord, vous avez des entrées. J'ai mon ordinateur ici, j'ai des entrées. Parmi les entrées, par exemple, il y a l'écran, c'est une entrée. Cet écran-là, c'est une entrée à double sens, dans la mesure où elle peut me filmer aussi. Il y a le clavier qui est des entrées, notamment des entrées chiffrées ou des entrées numériques. Il y a des ports USB, des ports ici, des divers types de ports qu'on peut connecter. Il y a des entrées sonores. Quand je parle, je peux m'enregistrer. Ces entrées-là correspondent à notre système sensoriel. Nous aussi, nous avons des entrées. Nous avons 5 principales entrées. Les yeux, le sens, les 5 sens. Nous percevons le monde à travers des entrées. Dans un ordinateur, il n'y a pas juste des entrées, il y a aussi des mémoires. Fondamentalement, si on réduit ça, il y a 2 mémoires. Il y a une mémoire à court terme, qu'on appelle la mémoire flash, la mémoire de travail. Et dans l'ordinateur, il y a le disque dur qui est la mémoire à long terme. Donc, quand j'écris un texte, l'ordinateur, au fur et à mesure que j'écris, il enregistre le texte. Et quand j'arrête d'écrire, hop, il transfère dans le disque dur, pour pas que je perde ce qui est enregistré. Si j'écris, pendant que j'écris, puis il y a une panne d'électricité chez moi, tout ce que j'étais en train d'écrire est perdu. C'est la mémoire à court terme de l'ordinateur. La mémoire vive. Si je n'ai pas enregistré mon texte, c'est perdu. Bien sûr, si je perds mon disque dur, ma mémoire à long terme, tout est perdu. C'est mieux de faire des copies. Mais un ordinateur, donc, c'est des entrées, mais c'est aussi des mémoires et c'est aussi un processeur. Le processeur, c'est ce qu'on pourrait appeler l'intelligence, c'est-à-dire toutes les capacités de calcul, toutes les capacités, par exemple, je donnais des exemples tantôt de jouer aux échecs, toutes les capacités de traduire des mots. Vous allez sur un logiciel Reverso, vous ne parlez pas portugais, vous écrivez une phrase en français, vous demandez au logiciel de la traduire en portugais. Je t'aime en français, yo te amo en portugais. C'est un processeur qui fait ça. Donc, il prend une base de données immense, tous les mots du lexique portugais et du mot français, il fait des liens. Je ne suis pas informaticien, je ne sais pas comment il fait ça, mais il y a une intelligence informatique. Pour les psychologues cognitivistes, l'esprit humain fonctionne sensiblement de la même façon. Qu'est-ce qu'on, avec nos 5 sens, nous sélectionnons des informations du monde extérieur, nous les traitons, en d'autres mots, nous les processons avec notre mémoire à court terme et nous les interprétons et quand nous les comprenons, nous les mettons dans notre mémoire à long terme pour pouvoir les utiliser. L'esprit humain est par conséquent un système biologique de traitement de l'information. Un ordinateur est un système mécanique de traitement ou informatique de traitement de l'information. Nous, c'est un système biologique de traitement de l'information. Les informations, c'est quoi? C'est toutes les formes de connaissances qui peuvent exister. Le mot information, en informatique, il y a un sens précis, là, et en psychologie cognitive, on prend au sens de toutes les représentations, les images mentales, les souvenirs, les idées qui me passent par la tête, les perceptions visuelles que j'ai, les fantasmes qui peuvent me passer par l'esprit, mes rêves, toutes les représentations mentales de toutes les formes possibles. C'est ça que l'esprit traite. Une des grandes idées de la psychologie cognitive, et ça c'est complètement opposé au behaviorisme, c'est que l'esprit humain,
élabore sans cesse des modèles de la réalité dans son esprit. Nous modélisons la réalité. Donc, nous avons sans arrêt dans notre esprit des modèles du réel qu'on élabore, qu'on appelle en psychologie cognitive des représentations mentales. Je vais en donner des exemples tantôt. Donc, la psychologie cognitive, fondamentalement, l'esprit humain, c'est un processus de traitement de l'information. Et par conséquent, apprendre, c'est quoi? C'est traiter un ensemble de processus permettant d'acquérir de nouvelles connaissances ou de transformer les connaissances déjà existantes. Apprendre, c'est intégrer des nouvelles informations à des informations que nous possédons déjà. Ces informations-là sont intégrées dans notre mémoire à long terme. Donc, ça, c'est une idée qui me semble essentielle que vous devez comprendre. Pour la psychologie cognitive, on n'apprend jamais à partir de rien. On apprend toujours à partir de ce qu'on sait déjà. Si j'étais transporté dans un monde où rien de ce que je connais existe, supposons que je suis transporté par magie dans un monde où rien de ce que je connais existe, et que je rencontre dans ce monde-là un être que je n'ai jamais vu et que je ne connais pas, je ne pourrais pas ni même le voir, ni même le connaître. Pourquoi? Parce que voir, connaître, découvrir, penser, c'est toujours faire des liens entre des connaissances nouvelles et des connaissances que je possède déjà, des connaissances antérieures. Donc, connaître, c'est faire des liens entre des connaissances nouvelles, des informations nouvelles et des connaissances que je possède déjà. Donc, c'est important. C'est à la base même de l'enseignement. Un bon enseignant, c'est quelqu'un qui part toujours des connaissances antérieures de ses élèves. Ça, c'est un des grands messages de la psychologie cognitive. Quand tu rentres dans la classe la première fois de l'année, ta première tâche, c'est de savoir ce que tes élèves savent déjà sur la matière que tu veux enseigner. Si tu pars à zéro, sans interroger tes élèves, tu fais fausse route, parce que tu ne sais pas ce qu'ils savent. Donc, c'est important. Ça, c'est une grande idée des sciences cognitives. De la psychologie cognitive. Qu'est-ce que nous dit la psychologie cognitive? Pour la psychologie cognitive, je le disais, apprendre, c'est intégrer des informations nouvelles et les mettre dans sa mémoire à long terme. Il existe différents types de mémoire. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une vision computationnelle de l'esprit en psychologie cognitive. L'esprit est assimilé à une sorte d'ordinateur. Je ne rentrerai pas dans tous les détails de tous les types de mémoire, là, parce qu'ils sont bien expliqués dans le livre. La psychologie cognitive distingue 3 types de mémoire. Il y a d'abord la mémoire sensorielle. C'est une mémoire qui enregistre brièvement les informations sensorielles, les images, etc. Tu regardes une scène, tu enregistres ce qui se passe. C'est une mémoire qui se renouvelle sans arrêt au fur et à mesure du flux des informations sensorielles que tu reçois. La deuxième mémoire, c'est la mémoire de travail ou ce qu'on appelle la mémoire à court terme. Je donnais des exemples tantôt. Tu rentres dans une pièce, quelqu'un dit « c'est mon numéro de téléphone, note-le, souviens-toi-en ». Je te donne le numéro de téléphone. Les numéros de téléphone ont ici 10 chiffres, ailleurs 12. Ça, c'est la mémoire à court terme. Cette mémoire-là, on l'appelle la mémoire de travail aussi en psychologie cognitive, c'est une mémoire limitée. C'est une mémoire limitée. On a montré qu'elle peut retenir des informations sur une durée de 5 à 20 secondes seulement. On a montré aussi en laboratoire qu'elle peut retenir 7 paquets d'informations seulement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chaque nombre est un paquet. Donc, je peux retenir un numéro, par exemple, 514 343 XX, c'est un numéro de téléphone de 7 chiffres. Je peux le retenir. Mais je peux retenir, si je prends ces numéros-là, puis je le fais en paquets, je peux retenir des paquets plus complexes. Je peux retenir 7 paquets d'autres petits paquets. Par exemple, je peux dire, voici 4 chiffres, c'est le premier paquet. 3, 2, 1. L'autre paquet, 5, 8, 9. Donc, je peux retenir des gens qui ont des bonnes mémoires jusqu'à 7 paquets comme ça. Donc, c'est une mémoire limitée, la mémoire à court terme.
pour que les informations nous restent, on doit les transférer dans la mémoire à long terme. C'est cette mémoire-là qui permet la rétention des informations à très long terme. Quand je vais à l'école, j'apprends. J'apprends des chiffres, j'apprends comment écrire, j'apprends des nombres, j'apprends des dates. Ces informations-là ne peuvent pas juste rester dans ma mémoire à court terme. Je dois les intégrer dans ma mémoire à long terme pour m'en souvenir et pouvoir les réutiliser. Moi, j'ai appris des choses abracadabrantes qui ne me servent strictement à rien à l'école, en première année. Par exemple, qui est Dieu? Dieu est un pur esprit. C'est comme ça qu'on apprenait. Qui est Dieu? Dieu est un pur esprit. Où est Dieu? Dieu est partout. En quelle année Jacques Cartier a découvert le Canada? 1534. Champlain a fondé Québec en quelle année? 1608. Maisonneuve a fondé Montréal en quelle année? 1642. La Violette, Trois-Rivières, 1637. J'ai appris ça, moi, il y a 60 ans. Donc, si j'avais juste appris dans ma mémoire à court terme, pardon, ce serait comme un numéro de téléphone que j'ai oublié. Je n'ai jamais oublié. Donc, apprendre, c'est retenir des informations. Ce n'est pas forcément des informations de cette nature-là. C'est des informations et les intégrer dans sa mémoire à long terme. La mémoire à long terme elle-même est constituée de deux grandes mémoires. Ce qu'on appelle la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est la mémoire autobiographique vécue. C'est tous les événements que j'ai vécus dans ma vie qui servent à consolider mon identité de moi, par exemple, Maurice Tardif. Je me souviens de mes parents, ils sont décédés depuis longtemps, mais je me souviens d'eux. J'ai une histoire de vie, je me souviens de la naissance de mon enfant, j'étais là. Je me souviens de milliers de scènes. C'est ma mémoire personnelle, c'est une mémoire autobiographique. Dans certaines maladies, cette mémoire-là est profondément affectée. Là, par exemple, Alzheimer, je perds ma mémoire autobiographique. C'est pour ça que c'est grave. Je ne fais pas juste oublier des chiffres ou des noms, je perds la mémoire de ma vie. Donc, il y a des grands bouts de ma vie qui partent. Je ne me souviens plus de ma femme. Je ne me souviens plus de mes fils. Je disparais comme personne. Parce que la mémoire autobiographique, c'est la mémoire de mon identité. Il y a une deuxième mémoire qui s'appelle la mémoire sémantique. Cette mémoire-là, elle se souvient de données générales, des règles, des principes, des noms. Je vous donne des exemples. Jacques Cartier, 1534. Elle se souvient aussi d'actions, de règles générales. Par exemple, comment faire ses lacets. Moi, vous avez dû apprendre à faire des lacets quand vous étiez petit. C'est une règle. Tu prends ton lacet, tu fais un premier nœud, tu prends le fil, tu le passes en tout, tu le tournes, tu fais une boucle, tu passes l'autre par-dessus. Ça, c'est la mémoire sémantique qui se souvient de ça. Cette mémoire-là, elle contient deux types de connaissances. Elle contient des connaissances qu'on appelle déclaratives et des connaissances qu'on appelle procédurales. Déclaratives, c'est toutes les connaissances qui se rapportent aux choses et aux faits. Je vais donner des exemples. Quelle est la capitale du Canada? Ottawa. Quel est le nombre pi? 3,1416. Quelle est la racine carrée de 2? 2. C'est toutes des connaissances déclaratives qui portent sur une quantité industrielle de connaissances qu'on possède toutes. Il y a un autre type de connaissances qui sont dans la mémoire sémantique, c'est les connaissances procédurales, qui se rapportent à la manière de faire les choses. Ces connaissances-là s'acquièrent uniquement par la pratique. Le meilleur exemple, c'est faire du vélo. Vous savez faire du vélo. Pourquoi vous savez faire du vélo? Parce que c'est automatique. Si vous vous mettez à penser à quoi faire, comment faire du vélo, vous allez tomber à pleine face. Mais vous avez dû l'apprendre. À un moment donné, votre père ou votre mère était là, monte sur le bicycle, on a peut-être mis 2 petits trous en arrière pour retenir votre équilibre. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, regarde pas la roue, regarde en avant. Et là, pédale et laisse-toi aller en regardant en avant. Vous avez dû le répéter jusqu'à temps d'être à l'aise. Ça, c'est une mémoire procédurale. C'est une mémoire qui est incorporée dans des actions. Un autre exemple, prendre l'autobus. Vous ne saviez pas prendre l'autobus. Il y a des gens qui vivent dans cette société qui n'ont pas d'autobus, dans certaines régions d'Afrique. S'ils venaient ici, il faudrait tout leur montrer. Il faut arriver avec un ticket ou avec la monnaie exacte, sinon tu perds le reste de ta monnaie. Il faut présenter son ticket ou bien sa carte au conducteur. Il
faut regarder dans chaque côté de l'autobus, il y a des places assises. S'il y a une place assise, on la prend. S'il y a quelqu'un qui arrive qui est âgé ou une femme enceinte, on lui cède la place assise. Il y a un protocole, il y a un processus, il y a un scénario. Une autre façon que les psychologues parlent, c'est des scripts. Donc, qu'est-ce que nous apprend la psychologie cognitive? Apprendre, c'est se souvenir. Apprendre, c'est lier des connaissances nouvelles à des connaissances qu'on possède déjà, dans des connaissances à long terme. Cette mémoire-là a deux types. Il y a une mémoire sémantique, puis il y a une mémoire procédurale. Donc, on n'enseigne pas la même chose quand on veut faire apprendre des données sémantiques que quand on veut faire apprendre des données procédurales. Les connaissances qui sont inscrites dans notre mémoire, sous quelle forme sont-elles inscrites? Elles sont inscrites sous forme de schémas et de réseaux sémantiques, justement. Quand j'apprends quelque chose, j'apprends pas, c'est important, c'est la base même de la psychologie cognitive. J'apprends pas des connaissances isolées. J'apprends toujours des connaissances que je regroupe, que je les unifie par schéma, par réseau sémantique. Je vous donne un exemple encore une fois. Si je vous dis le mot bateau, à quoi vous allez penser? Vous allez penser à mer, à navire, à voile, à batteur, la plage, à bikini peut-être, à baignade, à noyade. Donc, vous apprenez, à partir du mot bateau, vous avez créé un réseau sémantique qui peut être immense. Si je vous dis école, vous allez penser à la classe, vous allez penser à examen, vous allez penser à professeur, vous allez penser à élève en rang d'oignon. Si je vous dis McDonald's, vous allez penser à odeur de friture, vous allez penser à Big Mac, vous allez penser à serveur, vous allez penser à pourboire, vous allez penser à table rouge, vous allez penser à service, qui n'est pas service aux tables. En d'autres mots, vos connaissances, comment elles fonctionnent? Vos connaissances, quand on apprend des choses nouvelles, on intègre ça dans des schémas, dans des réseaux sémantiques. On n'apprend jamais des choses de manière isolée. C'est la même chose pour les actions. Vous n'apprenez pas à agir de façon isolée, vous apprenez à bâtir un schéma de votre action. Je vous en parlais tantôt, je vous parlais de script ou de schéma, c'est la même chose. Apprendre à rouler en vélo, apprendre à faire un lacet, apprendre à résoudre un problème algébrique. Vous vous faites une représentation mentale du problème et les connaissances que vous intégrez, vous essayez de les intégrer dans cette représentation mentale-là. Apprendre, c'est intégrer des connaissances dans sa mémoire à long terme, mais c'est les intégrer non pas de n'importe quelle façon, c'est les intégrer à des connaissances antérieures en les liant à des réseaux sémantiques et à des schémas. On apprend en renforçant nos schémas, en renforçant nos réseaux sémantiques. Donc, je résume ce que je disais. La psychologie cognitive conçoit l'esprit humain un peu sur le modèle d'un ordinateur. Un esprit, c'est comme un ordinateur, c'est un système de traitement de l'information qui gère des informations, qui les sélectionne dans l'environnement, qui les processe, qui les transforme et finalement les garde dans sa mémoire à long terme pour les réactualiser selon les circonstances et en besoin de ses actions. Pour faire cela, il fait appel à la mémoire. On a d'abord une mémoire sensorielle qui est une mémoire extrêmement courte, fragile. On a une mémoire à court terme où on traite des informations qui contiennent maximum 7 unités d'information qu'on peut retenir pendant 15 à 20 secondes. Et finalement, il y a la mémoire à long terme, qui est logée derrière le cerveau ici. Mémoire à long terme qui, elle, permet d'emmagasiner tout au long de notre vie des informations, des connaissances. Cette mémoire-là est constituée d'une part de souvenirs épisodiques, c'est-à-dire tous les souvenirs qui donnent un sens à notre vie, tout ce que nous avons vécu, et finalement de mémoire sémantique qui, elle, contient des principes, des règles, des normes, etc. La mémoire sémantique contient à la fois des connaissances de type déclarative et des connaissances de type procédural. Les connaissances déclaratives, c'est quoi, qui, que. Les connaissances procédurales, c'est comment. Donc, apprendre, par conséquent, c'est intégrer de nouvelles connaissances et faire des liens avec nos connaissances antérieures qu'on a dans notre mémoire à long terme, et en les intégrant dans les schémas et dans les réseaux sémantiques qu'on possède déjà. Mais comment concrètement apprend-on? Il y a deux bonnes théories qui sont en usage depuis une vingtaine d'années. Il y a une qui s'appelle... Pardon, je vais vous retrouver le nom.
Une qui s'appelle la théorie du développement des compétences et de l'expertise. L'autre s'appelle la théorie de la charge cognitive. Je vous les présente sommairement parce qu'elles sont dans le livre. Comment apprend-on? Est-ce qu'il y a un modèle d'apprentissage? Oui, il y a un modèle. C'est le modèle qui permet à quelqu'un qui ne connaît rien dans un domaine à devenir un expert dans ce domaine-là. C'est ce qu'on appelle le modèle de l'expertise ou de la compétence. On sait, sur ce thème-là, il y a eu des centaines de milliers de travaux publiés. Donc, je ne peux pas tout vous résumer. L'apprentissage, c'est comment passe-t-on d'un domaine dans lequel je ne connais rien et au bout du compte où je deviens un expert de ce domaine-là. Par exemple, j'ai 5 ans, j'apprends à écrire. Je n'ai jamais vu l'écriture. 15 ans plus tard, j'écris bien. Je suis devenu un expert de ma langue. À 8 ans, mon père m'apprend à jouer aux échecs. Je n'ai jamais vu un jeu d'échecs de ma vie. 10 ans après, je suis un maître aux échecs. Je suis devenu un expert. Au cégep, je fais mon cégep en sciences, et là, j'hésite, puis je décide d'aller en ingénierie. Ingénierie des fluides. Je ne connais rien dans l'ingénierie des fluides, mais 10 ans plus tard, je suis un des meilleurs ingénieurs québécois en ingénierie des fluides. Quels sont les processus traversés par les personnes pour apprendre une langue, apprendre le jeu d'échecs, apprendre l'ingénierie des fluides? C'est la même chose pour vous qui m'écoutez. Vous n'êtes pas enseignant encore. Vous commencez à apprendre le métier d'enseignant. Quand vous allez rentrer dans la classe pour la première fois, vous allez être des enseignants novices, des enseignants débutants. Vous ne posséderez pas toutes les ficelles du métier. Avec le temps, vous allez les posséder. Bien sûr, à l'université, on vous donne une base de connaissances, mais cette base-là, encore faut-il la confronter à la réalité du travail dans les classes. Au fil des années, vous allez devenir un enseignant expert. Du moins, je vous le souhaite. Qu'est-ce qui rend possible le passage d'un enseignant novice à un enseignant expert, d'un joueur d'échecs novice à un joueur d'échecs expert, d'un enfant qui ne connaît rien en français et qui, au bout de 10-15 ans, maîtrise la langue française? Les psychologues cognitifs ont étudié ça abondamment. C'est l'acquisition d'expertise. Comment ça fonctionne? Vous avez un tableau dans le livre. La psychologie cognitive divise ça en 3 phases. La phase cognitive, la phase associative, la phase autonome. Quand on apprend d'abord en essayant de découvrir un domaine. On y va par tâtonnement. On explore. On essaye de faire des liens avec des choses qu'on sait déjà pour renforcer nos connaissances. Donc, l'apprentissage, c'est un processus lent. Ça, c'est une découverte des sciences cognitives. C'est un processus lent. On sait aujourd'hui que former un expert dans n'importe lequel domaine, ça prend entre 10 000 et 15 000 heures. 10 000 et 15 000 heures. Donc, si vous voyez un bon pianiste de jazz, là, il y a 10 000 heures à 15 000 heures de travail. Si vous voyez un professeur d'université qui écrit des livres en anthropologie, il y a 10 à 15 000 heures de travail. Si vous voyez un sculpteur qui fait une sculpture, ça prend 10 à 15 000 heures à avoir pas ce talent-là, cette capacité à faire là. Donc, le processus commence par comme je le disais tantôt, dans le fond, par la construction de réseaux sémantiques. On commence par exemple, je vous donne l'exemple du jeu d'échecs. J'apprends au jeu d'échecs. Là, mon père ou un autre ou un livre que j'ai en train d'étudier montre que tel mouvement entraîne tel mouvement, que telle position est bonne, que telle autre position est meilleure, que telle autre position est meilleure. Qu'est-ce que je fais dans le fond? Progressivement, je construis des schémas. Je construis des représentations. Dans la phase associative, j'essaie de généraliser ces schémas-là. C'est-à-dire que j'ai appris des schémas. Oui, si je rouvre, par exemple, avec mon pion E, puis je mets mon cavalier, puis je fais mon roc, c'est un bon schéma d'ouverture. Je vais le tester dans une partie, dans 2 parties, 3 parties. Hop! Là, ça a fonctionné. Ici, ça n'a pas fonctionné. Ici, ça a fonctionné. Ici, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui se passe? J'essaye d'élaborer une règle générale. Je n'ai même pas besoin d'y penser. C'est un processus automatique. Je vais élaborer une règle de plus en plus forte. Me dire, oui, c'est bon, cette ouverture-là, mais dans certaines circonstances. Parce que si l'autre répond ça, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est la même chose que l'exemple que je vous donnais avec le français tantôt. Les femmes que j'ai aimées, c'est une règle. Si le complément d'objet direct est avant le verbe, on peut l'accorder. Mais quand je lis des textes de français, c'est pas toujours clair. Je dois en avoir lu des centaines pour être sûr de ma règle. Et progressivement, je vais développer un schéma, une règle de plus en plus forte
qui vont me permettre de faire face à tous les exemples. Et finalement, je vais l'automatiser, cette règle-là. Donc, le modèle de développement des compétences, c'est exactement le modèle que je vous présentais tantôt, c'est-à-dire apprendre prend du temps. On découvre des connaissances progressivement en faisant des liens entre les connaissances qu'on a déjà dans notre esprit, dans notre mémoire à long terme, et progressivement, on fait des liens avec ces nouvelles connaissances-là en élaborant des schémas, des réseaux cognitifs de plus en plus puissants. La théorie de la charge cognitive, ce n'est pas très compliqué, même si dans le texte, elle peut paraître compliquée. Qu'est-ce que nous dit cette théorie-là? Elle nous dit, lorsqu'un enfant est en train d'apprendre, ou un adolescent, ou n'importe qui en réalité, l'important dans son apprentissage, c'est d'éviter de surcharger sa mémoire à court terme. Donc, le rôle d'un enseignant, lorsqu'un enfant apprend, c'est de lui faire apprendre l'idée principale et d'éliminer l'ensemble des idées secondaires pour que l'enfant puisse transférer ces connaissances-là dans sa mémoire à long terme. Donc, il faut éviter de surcharger l'esprit de l'enfant de détails, d'informations accessoires, d'informations secondaires, de sorte à ce qu'il puisse se faire une image exacte du problème et de la solution que vous souhaitez qu'il développe. Donc, enseigner, c'est dans la mesure du possible faire en sorte que l'enfant centre son attention sur les éléments centraux du problème et de la solution que vous voulez qu'il découvre. Vous ne voulez pas que sa mémoire à court terme accumule des détails. C'est ce qu'on appelle la théorie de la charge cognitive. Vous devez éviter de surcharger sa mémoire à court terme au profit de sa mémoire à long terme. Donc, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est un véritable panorama des sciences cognitives. Et je voudrais encore une fois, en terminant, insister sur le fait que dans les prochaines années, il est clair que ces sciences-là sont les sciences de l'avenir et qu'elles vont avoir un impact énorme sur la pédagogie. Et je suis assuré que dans votre carrière, vous allez découvrir progressivement des résultats issus de ces recherches-là qui vont venir nourrir votre enseignement. Je vous remercie de m'avoir écouté.